Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Élèves, collégiens, lycéens et étudiants universitaires, tous en classe à partir de demain. Une deuxième rentrée dans le sillage du Covid-19. Cela se fera en présentiel. L'appel au strict respect des gestes barrières est partout lancé pour réussir ce grand défi. Les centres régionaux d'investissement du Royaume, une véritable passerelle entre les jeunes porteurs de projets et les établissements de financement. Nous le verrons avec le CRI de Marrakech-Safi. Une journée d'échange entre jeunes créatifs et bailleurs de fonds y est organisée. À suivre également une immersion dans l'univers de Mounia Ammour, artiste peintre à l'identité plurielle. Elle se consacre au chant et joue également à sa manière avec les pinceaux. Ses tableaux se lisent comme de joyeuses notes musicales. Ils sont actuellement exposés à la galerie So Art de Casablanca. Bonsoir. La décision première instance du tribunal de l'Union européenne concernant les accords agricoles et de pêche avec le Maroc ne cesse de susciter de vives réactions, des réactions qui sont en tout cas unanimes au Maroc et au-delà de nos frontières également. Elle regrette une décision plus politique qu'autre chose, une décision qui n'a et qui n'aura jamais l'effet juridique sur les relations maroco-européennes. Nisrine El Hamdaoui. C'est un air de déjà-vu, la décision du tribunal européen. Un scénario récurrent, une décision politique sous couvert juridique, sans aucun impact concret. Lorsque des considérations politiques entrent en jeu dans un partenariat économique, cela interpelle les observateurs et laisse mille et une interrogations en suspens. En tant que professionnels, nous avons accueilli cette décision avec dépit. Mais nous savons que c'est une décision provisoire que nous allons œuvrer à casser. Elle est purement politique. Le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne est stratégique et reconnu par tous les membres de l'Union. يعترف بها جميع الشركاء اللي كاينين في الاتحاد الأوروبي. الواقع قرار محكمة العدل الأوروبية. Le tribunal de l'Union européenne a cédé à la politisation de l'affaire et n'a prêté aucune oreille attentive à l'opinion du Royaume du Maroc. Pire encore, cette instance a octroyé le statut de représentant à une entité fantoche dépourvue de personnalité juridique. Et cela en dit long sur la non-prise en considération des résultats des dernières élections au niveau des provinces du Sud. Une telle décision n'affectera en rien le partenariat maroco-européen, tant au niveau économique qu'au niveau du partenariat gagnant-gagnant. En témoigne la déclaration conjointe Maroc-Union européenne qui rejette fortement cette décision et réaffirme le partenariat solide, mutuellement bénéfique et cinquantenaire entre les deux parties. Cette décision rendue par le tribunal de l'Union européenne traduit l'enchevêtrement entre le politique et le juridique concernant la relation de l'Union européenne avec le Maroc. Tout le monde sait que le tribunal de l'Union des 28 est un des organes de l'Union et les gouvernements européens ont une toute autre position. Autrement dit, la délégation européenne parle de poursuite des relations de coopération agricole et de pêche avec le Maroc. Selon certains experts et observateurs, la décision du tribunal européen intervient au moment où le Maroc connaît une forte ascension au sein de son environnement. Le Royaume représente une puissance émergente qui gêne et dérange certaines parties envieuses au niveau de la région. À présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir, le gouvernement a décidé de prendre un ensemble de mesures à partir de demain, vendredi 1er octobre, et cela conformément aux recommandations de la commission scientifique et technique, et en considération aussi de l'amélioration progressive des indicateurs épidémiologiques grâce aux mesures prises par les autorités publiques et au regard surtout de la grande progression de la campagne vaccinale. Ainsi, le couvre-feu est établi de 23 h jusqu'à 1 h du matin.
aussi avec autorisation des déplacements entre les préfectures et les provinces du royaume à condition de présenter un pass sanitaire ou alors une autorisation administrative délivrée par les autorités territoriales concernées. Idem pour les commerces et les restaurants et les cafés aussi qui vont devoir fermer leurs portes à partir de 23 h avec une jauge. Et toujours en liaison avec le Covid-19 justement, allez, faisons à présent le point sur les principaux chiffres. Les principaux indicateurs qui s'améliorent donc jour après jour. 1098 nouveaux cas et 19 nouveaux décès recensés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont redescendus de la barre de 13 000 à 12 644. Pour ce qui est de l'opération vaccinale, eh bien, sachez que le nombre des primo-vaccinés dépasse désormais les 22,5 millions, alors que celui des personnes complètement vaccinées a désormais franchi le seuil des 19 millions. La rentrée scolaire, c'est demain et cela va être en mode présentiel dans tous les établissements scolaires, les universités, les instituts de formation professionnelle et les écoles des missions étrangères au Maroc. Dans un communiqué, le ministère de tutelle précise en revanche qu'il y a possibilité d'opter pour l'enseignement à distance concernant les familles d'élèves qui en expriment le souhait. Il insiste également sur la nécessité de respecter les mesures sanitaires et cela pour gagner le combat contre le Covid-19, notamment le port du masque de protection, l'aération des espaces des établissements, la désinfection aussi régulière des mains et le respect de la distanciation sociale. Et justement, à J-1 de la rentrée scolaire, nous vous proposons ce soir un reportage sur les préparatifs à Agadir. Notre équipe a visité une école primaire et un collège également. Désinfection, aménagement des tables et dernières réunions administratives bref, on s'y active pour régler les derniers détails. Hijab Tamek, Abdelghani Tahraoui et Myriam Missi pour le commentaire. Autour du directeur de cet établissement scolaire, les enseignants et le staff administratif bouclent les derniers préparatifs avant le jour J. Pendant ces 2 jours, on est en train de recevoir la fourniture des élèves avec bien sûr leurs parents. Comme ça, demain, Inch'Allah, le vendredi, ça sera uniquement l'accueil, faire connaissance aux élèves et bien sûr qu'ils fassent connaissance au cadre administratif. Dès demain, tous les élèves pourront être accueillis en présentiel. Fini donc les cours à distance. Pour réussir ce défi, rien n'est laissé au hasard. Règles d'hygiène et mesures préventives devront être respectées. Un protocole sanitaire strict est mis en place pour garantir un accueil sûr à nos élèves et protéger le corps enseignant et administratif. Nous sommes sereins, mais restons fortement mobilisés pour éviter un éventuel rebond épidémique après le retour en classe. Un retour au mode présentiel, conforté par une campagne de vaccination accélérée des 12-17 ans. Près de 65% parmi ces jeunes sont primo-vaccinés. Et focus cette fois-ci sur la rentrée universitaire. Et pour en parler justement, nous sommes en direct avec Khadija Safi, présidente de l'université Hassan Ier de Stade. Madame Safi, bonsoir. L'opération vaccinale à laquelle nos jeunes étudiants ont massivement adhéré permettra certainement un paisible retour aux amphis. Au niveau de l'université Hassan Ier de Stade, en tout cas, est-ce que vous avez des chiffres précis sur les étudiants qui ont été jusqu'ici vaccinés et comment s'est passée l'opération de vaccination dans les différents vaccinodromes déployés et relevant de l'université Hassan Ier de Stade toujours? Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation et pour l'intérêt. Effectivement, comme vous venez de le dire, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient de publier un communiqué annonçant que la rentrée universitaire sera effective ce vendredi 1er octobre 2021. Alors pour rappel, je voudrais préciser que la rentrée était prévue pour le 10 septembre dernier. Mais le département de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont jugé opportun de reporter cette rentrée au 1er octobre.
pour pouvoir assurer un maximum de vaccination aux étudiants. Alors pour revenir à ce taux de vaccination, je dirais que ce report, il a été très bénéfique, puisque les autorités sanitaires et éducatives, ils ont permis d'améliorer une accélération massive de la vaccination des élèves et des étudiants afin de pouvoir permettre une rentrée scolaire et universitaire dans de bonnes conditions. Alors pour revenir à l'université Hassan Ier de Stade, je dirais que nous avons profité de ce report justement pour assurer un maximum d'informations et de sensibilisation auprès de nos étudiants. Donc nous avons animé une campagne de sensibilisation. Nous avons pu installer au niveau de l'université, un vaccinodrome au niveau de l'université Hassan Ier, ce qui nous a permis justement d'aller dans ce taux de vaccination et de pouvoir atteindre le jour d'aujourd'hui un chiffre de 63,6% d'étudiants vaccinés. Nous continuons bien sûr dans cette campagne puisque demain, le premier jour, nous connaîtrons une arrivée massive de nos étudiants en présentiel et par la suite, nous pourrons continuer pour améliorer ce taux de 63,6% afin de nous rapprocher au maximum d'un 100%. Donc cela va se poursuivre en parallèle avec les cours et la rentrée scolaire qui commence à partir de demain. Madame Safi, l'enseignement se fera en mode présentiel. La majorité des étudiants, de vos étudiants en tout cas, à l'université Hassan Ier de Stade sont vaccinés. Vous avez évoqué un taux très encourageant de 63%. Les principaux indicateurs aussi Covid-19 s'améliorent au Maroc, mais pas question de tourner le dos aux mesures barrières en fait. C'est cela. Un protocole rigoureux est mis en place et il doit être respecté pour la sécurité sanitaire de tous. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est important, comme vous le savez tous, c'est que le jour d'aujourd'hui, la pandémie connaît une décroissance. Donc ça, c'est très bien. Et puis, en parallèle, il y a l'augmentation de taux de vaccination qui devient assez important. Donc, ces deux paramètres couplés nous ont permis de pouvoir parler d'un enseignement en présentiel. Mais bien sûr, comme vous le savez, et je vais revenir encore à ce report, et je dirais que c'est toujours bénéfique, parce que justement, ce report nous a permis encore d'améliorer notre rentrée universitaire, de pouvoir améliorer également nos locaux. Ces locaux dans lesquels nous avons la mise en place de tous les dispositifs et les mesures sanitaires et préventifs qui puissent permettre à nos étudiants et à notre personnel de pouvoir entamer une année universitaire et puis de continuer une année universitaire dans des conditions assez normales. Donc, je ne vais pas vous cacher qu'après une année et demie vivant avec la Covid, nous avons eu 1 an et demi d'enseignement qui était hybride parce qu'on était tantôt sur le présentiel, tantôt sur le distanciel. Et je peux vous assurer que tous les établissements de l'université Hassan Ier, et je dirais même les universités de manière générale marocaines, sont bien rodés à ce niveau et tous les outils sont mises en place et existent. À savoir que le jour d'aujourd'hui, toutes les salles et tous les amphis de l'université Hassan Ier sont en fonction de la Covid. C'est-à-dire que le taux d'occupation, c'est un taux d'occupation en fonction de la Covid, avec, en maintenant la distanciation, l'aération, le port des masques est obligatoire, les désinfectants, donc tous les outils préventifs, ils sont là. Bien outillé, je dois vous dire aussi qu'avec le communiqué que notre ministère de tutelle, je voulais vous préciser qu'avec le communiqué qu'a fait notre ministère de tutelle aujourd'hui, il y a eu un envoi du protocole sanitaire à suivre qui a été diffusé à tous les établissements. Donc le protocole sanitaire, les outils à utiliser, mais également quelle est la procédure à suivre en cas de détection d'un cas de Covid. Et donc tout le monde suivra ce protocole si on veut garder nos étudiants avec nous. Autrement dit, vous êtes bien outillés pour s'adapter à tout changement de la situation épidémiologique, à son évolution en fait. Allez, on va ouvrir maintenant une autre parenthèse, une deuxième parenthèse. Certes, la rentrée universitaire se fait cette année dans un sillage du Covid-19, dans un contexte sanitaire inédit pour la deuxième année, mais aussi il est marqué par un nouveau système qui est celui du bachelor. Est-ce que vous l'avez définitivement adopté au niveau de l'université Hassan Ier de Stade? Tout à fait. Alors je reviens toujours à ce report qui a été bénéfique pour l'accélération de la vaccination, qui a été bénéfique
pour la mise en place de tous les outils préventifs et sanitaires, et je continue à dire qu'il a été bénéfique parce qu'il nous a permis de bien nous préparer pour justement le démarrage de ce nouveau système qu'est le bachelor. Parce qu'effectivement, cette année, nous démarrons avec un nouveau système qu'est le bachelor pour l'année universitaire 2021-22, et je vous assure que la majorité des universités se sont impliquées, et l'université Hassan Ier, elle s'est impliquée dans ce système avec plusieurs filières pour l'accès libre, mais également pour l'accès régulé, parce qu'il faut savoir que ce système, il est venu pour corriger les dysfonctionnements que connaissent le système libre. Mais il se trouve que même l'accès régulé, il veut adhérer à ce système, vu ses avantages. Alors je vous dis que ce système, il est venu en réponse à des défaillances qu'a connues le LMD. Parce que le jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 17 ans d'utilisation du système LMD. Et ce système, il connaît ses limites. Puisque je peux vous dire que 47, LMD, pardon, c'est licence, master, doctorat. C'est-à-dire 3, 5 et 8. 3 ans, 5 ans et 8 ans. Le jour d'aujourd'hui, donc nous avons basculé pour le système bachelor parce que je peux vous dire que par exemple 47,2% des étudiants qui sont inscrits au niveau des universités quittent ces universités sans aucun diplôme. Une autre donnée, c'est la moyenne pour obtenir une licence, elle est de l'ordre de 4,5 à 5 ans. Et cet allongement, vous savez, il coûte à notre ministère de tutelle une somme de 3,7 milliards de dirhams chaque année. Donc ce système, il est venu pour pallier à plusieurs dysfonctionnements et il apporte, je dirais, une amélioration de l'employabilité de nos jeunes. Une meilleure mobilité à l'international. Il y a aussi la question de la langue, l'ouverture sur de nouvelles améliore langues, également les l'anglais, passerelles les soft entre les skills. différentes disciplines. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, il apporte la nouveauté dans ces troncs d'avoir le privilège que ces étudiants, ils vont avoir des modules de langue. Et je dirais que nous avons, à l'Université Hassan Ier, profité de ces semaines de report pour faire des tests de positionnement à nos étudiants en langue, notamment les nouveaux inscrits. Très bien. Ces langues qui deviennent désormais un socle commun à toutes les filières bachelor, en plus des soft skills, en plus des modules d'ouverture. Et ça va encourager la mobilité sortante et entrante. C'est compris pour bien asseoir les bases de ce nouveau système qui est prometteur. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Madame Khadija Safi. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'université. D'accord, je termine pour vous dire Allez-y très brièvement, s'il vous plaît. Je termine en disant que c'est une recette bien équilibrée et bien dosée. Maintenant, pour la réussir, tout dépendra de notre implication et l'implication de tous les acteurs au niveau des institutions universitaires. Et merci. Merci de cet éclairage. Merci à vous. Intéressons-nous à présent au CRI Speed Day, une journée initiée par le Conseil régional d'investissement de Marrakech-Safi. L'idée est de créer en fait des liens entre les jeunes porteurs de projets et les établissements bancaires. Mouatassim Billah, Bouazaoui, Zakaria Moqin Billah et Marim Elmissi pour le commentaire. Des perspectives prometteuses pour les jeunes porteurs de projets. Devant une dizaine d'établissements bancaires, ils exposent et défendent leurs idées dans la perspective de financer leurs projets. Le candidat s'entretient avec chacune des banques partenaires, multipliant ainsi ses chances de financement. Je suis engagée dans l'entrepreneuriat social et dans l'artisanat par passion, mais aussi par engagement vis-à-vis des métiers menacés de disparition au Maroc, dans le feutrage. Donc mon projet, il s'insère dans le concept de production et de commercialisation de produits de l'artisanat, dans le feutre, des sacs à main, des chapeaux, etc. J'ai l'intention de créer un atelier de mécanique générale, carrosserie et peinture. Cela fait longtemps que je caresse ce rêve. Grâce à l'appui du CRI, j'ai bénéficié de conseils et d'orientation pour financer mon projet. Ces jeunes ont accédé à un processus d'accompagnement de la part du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi. Séances de formation, ateliers, sessions de qualification et d'orientation et études de faisabilité. Objectif, aider ces investisseurs en herbe à monter leur dossier auprès des banques.
Le CRI Speed Banking est une initiative qui s'inscrit parfaitement tout d'abord dans le cadre des activités des centres régionaux d'investissement et surtout après la loi 47-18 qui est venue les restructurer et les positionner en véritables acteurs de développement territorial. Parmi les apports de la loi 47-18 est la cible d'investisseurs que les centres régionaux d'investissement accompagnent qui ne se résume pas aujourd'hui qu'aux gros investisseurs ou à la grande PME mais aussi le jeune porteur de projet, le jeune entrepreneur. 70% des projets présentés sont à caractère industriel. Cette année, le CRI de Marrakech-Safi a accompagné 425 porteurs de projets au niveau régional, dans la perspective d'atteindre 500 entrepreneurs d'ici la fin de l'année en cours. Grâce à ses eaux claires et son sable doré, la plage d'Elia de Tanger est considérée comme l'une des plus belles plages du royaume. Une opération de nettoyage y est organisée par des acteurs de la société civile. Objectif, nettoyer le littoral et les fonds marins et des déchets. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme Plage propre de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Saïd Najeh, Zakaria Moqin Billah et Dominique Orlando. Des déchets plastiques en tout genre, des pneus et des filets de pêche enfouis au fond des eaux de la plage d'Alia. Ces quantités considérables ont été accumulées essentiellement par négligence. À l'origine de cette initiative de nettoyage, des passionnés de plongée sous-marine venus de Fnidek. Ils sont habitués à ces opérations dans les plages du Nord. La première étape consiste à localiser les points d'échouage des déchets et des filets. Ensuite, nous mobilisons un nombre de barques et de plongeurs pour extraire ces résidus. Les déchets sont ensuite triés et recyclés. L'opération de collecte dure entre 1 et 2 heures. Ce butin très dangereux pour les eaux et la faune est transmis aux délégataires de services des déchets ménagers. Regroupés en association, les participants prêtent aussi main forte pour sauver différentes espèces de poissons. Ces filets de pêche sont abandonnés dans l'eau suite aux activités de la pêche côtière ou hauturière. Ils sont jetés de façon spontanée ou restent accrochés aux rochers dans les fonds. Ils sont dangereux pour les poissons et les tortues qui peuvent s'y retrouver coincés. C'est un danger pour la biodiversité. Plonger la tête la première et la remonter haute, c'est le credo de ces plongeurs écolos. Chaque année, ils organisent une dizaine d'opérations de nettoyage pour extraire des déchets encore innombrables. Sport, football, le sélectionneur national a dévoilé la liste des joueurs qui sont retenus pour les 3 matchs qui vont opposer les Lions de l'Atlas à la Guinée-Bissau pour le compte des 3e et de la 4e journée et à la Guinée-Conakry au titre de la 2e journée du groupe I des qualifications africaines au Mondial Qatari. Et bien parmi les joueurs retenus, en tout cas les nouveaux noms, nous retenons Sofiane Rahimi, Slim Amallah et Faisal Fajr. Écoutons tout de suite le sélectionneur national qui s'exprime en fait sur l'immense pression qui, comme vous le savez, pèse sur les protégés de Vahid et qui vont enchaîner 3 matchs qui sont décisifs pour se qualifier au Mondial 2022 du Qatar. Écoutons-le. On joue 3 matchs qualificatifs pour Coupe du Monde en une semaine. C'est très compliqué, très difficilement, et psychologiquement, et physiquement. On doit faire beaucoup de travail de la récupération, ni psychologique et physique. Après, quand il joue 3 matchs à domicile, l'objectif c'est 3 victoires. C'est facile de dire, mais il faut faire. J'espère qu'il y aura supporters, on est impatient aussi, avoir notre supporter avec nous. Elle est passionnée de musique et de chant, mais son domaine de prédilection, ce sont en fait les arts plastiques. Je vous parle de Mounia Ammour. Elle est actuellement à l'honneur à la galerie So Art de Casablanca, où l'ensemble de ses toiles se décline comme une véritable partition musicale. Une exposition baptisée Ambre et Lumière, la mélodie du bonheur, pourrait également convenir à cette exposition. Mohamed Chikir, Leila Asli et Dominique Orlando pour le commentaire. Il a été le tout dernier tableau à rejoindre l'exposition, celui que l'artiste a réalisé il y a à peine quelques semaines. On y découvre l'immense Billie Holiday, chanteuse de blues des années 50 que l'on peut considérer comme la plus grande de tous les temps. Très vite, on comprendra qu'il s'agit là d'un indice inattendu qui pourrait expliquer pourquoi la musique et le chant sont à ce point omniprésents
dans l'œuvre de Madame Ammor. Moi-même, je chante. Je chante, je ne le dis pas, mais je suis une grande chanteuse. J'adore le chant, j'adore la liberté, le chant, la musique. Quand je ne peux pas exprimer mes talents dans la musique, je les exprime dans mes toiles. Voilà. D'une symphonie à l'autre, il y a des hommes et des femmes réunis autour d'un chef d'orchestre toujours conciliant, l'artiste elle-même qui est à chaque fois sur le point d'entonner avec eux une partition d'ensemble très joliment accordée. Quand on aime chanter, on vit cet univers de la chanson. Et chanter, c'est aussi un orchestre à côté. Et là, elle a peut-être pu nous transmettre tous ces orchestres qu'elle a en tête, qu'elle trouve autour d'elle, même s'ils ne sont pas là au moment où elle chante toute seule. Donc on le vit, on a l'impression qu'elle est là pour chanter avec ses artistes. Et c'est juste magnifique, partir de la peinture vers la chanson et exprimer ça à travers toutes ces toiles qui sont juste splendides. On remarque que Madame Ammor s'est également essayée au paysage de ville, ici la perle bleue de Chefchaouen, plutôt très réussie. On va très souvent dans cette petite ville. C'est une ville artistique et j'ai toujours aimé faire quelque chose. Et là, les choses se sont faites naturellement. Voilà. Il y a d'autres villes qui sont prévues? Peut-être. Pour l'avenir, pourquoi pas. Cette exposition que l'on peut visiter depuis ce début de semaine, la Galerie Soart de Casablanca, marque les 20 années de carrière de l'artiste. Et avant de vous quitter, ce rappel du communiqué du gouvernement qui a pris une série de mesures qui vont entrer en vigueur à partir de demain, vendredi 1er octobre. Ainsi, le gouvernement repousse le couvre-feu de 21h à 23h et il autorise les déplacements des personnes entre les préfectures et provinces à condition de présenter bien sûr un pass vaccinal ou une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes. Notez également la fermeture à 23h des commerces, restaurants et des cafés à condition de ne pas dépasser la moitié de leur capacité d'accueil. Ces mesures limitent à 75% la capacité des transports publics, en plus de la permission de l'organisation des rassemblements et des activités dans des espaces ouverts et fermés de moins de 50 personnes, avec l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre. Les hammams et les salles de sport sont également autorisés à reprendre leurs activités dans la limite de 50% de leur capacité, en plus du maintien de toutes les autres mesures restrictives précédemment décidées dans le cadre donc de l'état d'urgence sanitaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.